Très bien, on va démarrer donc la table ronde, la quatrième table ronde, la dernière d'ailleurs pour cette fin de journée. De l'expérimentation au déploiement, quel défi pour l'innovation outre-mer? Et donc, sujet que l'on va aborder avec Madame Nadine Amuson, que je demande de me rejoindre. On a Florent Peruni. Peruni, quoi? Ah, pardon, oui, tout à fait. Ok. Jessica Bécher. Henri Ozerman. Marion François. C'est tout d'ailleurs, non? Ben voilà, je m'attendais à avoir plus de monde. Bien, on va commencer par toi du coup. Je vais te céder le micro. Bonjour à tous. Et bon, voilà, c'est l'activité recherche, c'est la table ronde recherche qui devra faire tous les efforts qui soient pour que vous ne puissiez pas basculer dans la phase de digestion avec le repos. Mon propos sera surtout liminaire par rapport à l'intervention de mes deux collègues à côté de moi qui vont rentrer beaucoup plus dans le dur. L'idée pour moi étant en fait de faire passer un message dans la mesure où en fait vous êtes tous là ou en partie. Voilà, donc je me réjouis déjà du choix du lieu pour pouvoir organiser cet événement, pour la mise en place de cet événement, tout simplement parce que l'Université de Guyane, c'est le lieu, les universités, c'est le lieu en fait où dans la production de la connaissance, de la recherche. C'est aussi le lieu de la transmission de cette connaissance et de ces savoirs. Et puis c'est aussi au sein des laboratoires que sont élaborées les solutions qui ensuite servent au monde socio-économique. Je me réjouis aussi d'une deuxième chose, c'est qu'on a donné aussi de la place aux acteurs de la recherche, notamment à travers mes deux collègues, parce que c'est l'occasion aussi pour moi de dire que les acteurs de la recherche sont largement présents sur le territoire. L'ensemble des organismes sont présents, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions d'outre-mer. Il y faut une recherche de qualité, une recherche d'excellence qui contribue notamment au rayonnement du territoire et qui contribue aussi à sa signature dans les domaines d'excellence que sont le domaine de la santé tropicale, le domaine des bioressources, je pense notamment avec la filière bois, la filière de la chimie du végétal, je pense qu'à tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est en lien avec les applications spatiales, et puis aussi tous les acteurs qui sont notamment dans le domaine des sciences sociales. Voilà. Donc pour moi, de mettre en avant ces acteurs, c'est de pouvoir dire, il est temps en fait que nous puissions renforcer le lien entre les acteurs de la recherche et le monde socio-économique. Je sais que ces interactions, elles existent, mais je crois que l'enjeu pour nous est d'aller bien au-delà et de pouvoir accélérer en fait cette interaction, parce que c'est ensemble que nous pourrons construire des solutions, co-construire des solutions de façon à faire face à une des problématiques qu'on a aujourd'hui, mais bien d'autres, c'est-à-dire ces enjeux de transition écologique, ces enjeux de transition énergétique. Je pense notamment à la souveraineté alimentaire. Donc il est absolument important que nous puissions continuer dans ce sens-là. Donc je me tiens à votre disposition pour être à l'écoute de vos propositions, de vos besoins, de façon à ce qu'on puisse renforcer ce lien et ensemble trouver des solutions pour aujourd'hui et pour demain pour ce territoire. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, Florent Perugini, conseiller énergie à l'université depuis 3 ans. Donc mon rôle est de travailler du coup sur des missions de rénovation énergétique. Donc on parlait tout à l'heure de formation, formation des étudiants, mais c'est aussi l'université aussi a un rôle d'exemplarité. Voilà, en tant qu'établissement de formation, on doit montrer l'exemple. Alors notamment, moi je travaille sur la partie patrimoine, donc les bâtiments. On est dans un contexte où les bâtiments, il y a une énorme demande en énergie. On est sur plus de 3 millions de kWh consommés à l'année, donc 162 kWh par mètre carré par an. C'est un indicateur, on voit qu'il se rapproche de bâtiments très énergivores. On va essayer de réduire cette consommation pour se rapprocher de bâtiments performants. 90% du coup de ces consos sont de l'usage de climatisation, comme vous en doutez, avec un besoin croissant, puisque le nombre de bâtiments augmente aussi au fur et à mesure des années. Donc on a engagé une série de travaux de rénovation, c'est ça que je vais un peu présenter dans cette diapo. Donc cette série de travaux, elle se classe en 4 catégories, donc notamment sur la climatisation, où là l'objectif va être d'augmenter les performances des équipements.
Aussi l'installation d'une GTB, donc on en parlait tout à l'heure avec Save Energy, donc gestion technique centralisée. Donc c'est un système informatique qui va permettre d'éteindre les équipements à distance ou même de contrôler des températures. Et aussi de faire de la mesure de consommation d'énergie très précise, bâtiment par bâtiment, hein, dans le but de pouvoir mettre en scène ensuite les résultats et de les présenter publiquement. Voilà, pour montrer l'efficacité de nos actions. Donc on va travailler aussi sur la protection solaire, hein, amélioration du confort thermique, et notamment une centrale solaire en autoconsommation, comme vous avez pu le voir sur le parking à côté des bâtiments. Donc c'est de l'autoconsommation photovoltaïque. On voit la courbe à droite ici. Donc on est sur, elle vient juste d'être mise en service, hein. Donc en bleu, vous voyez la consommation de nos bâtiments, donc c'est que sur 4 bâtiments, hein, du campus. En jaune, la production, et en gris, ce qui est renvoyé sur le réseau. Donc on est quasiment sur 90% d'autoconsommation avec une autonomie à 50%, d'après les premiers résultats. Voilà, vous pouvez, ouais, c'est bon. Fait exprès que la partie jaune ressemble à la forme de la Guyane. Ah non, j'avais pas vu ça. Ouais. Donc l'utilisateur a aussi son rôle à jouer, hein, dans toute cette transition, écologique, énergétique et environnementale. Donc on essaye de les accompagner aussi au fur et à mesure des travaux, dans l'objectif en fait qu'ils utilisent au mieux les équipements qu'on installe et qu'ils prennent les équipements en main, puisque si l'utilisateur n'est pas formé, nos équipements vont mal fonctionner et on va pas faire d'économie d'énergie. Donc ça c'est aussi un sujet sur lequel je travaille. Donc on dit qu'il faut des utilisateurs actifs pour des bâtiments passifs. Alors, non, vous pouvez revenir sur la... Ouais, c'est bon, c'est la dernière. Donc on travaille aussi sur la rédaction et l'adoption d'un plan de sobriété énergétique et environnementale. Donc ça serait bien qu'on essaye de faire ça dès la fin de l'année. Enfin, ça serait un de mes objectifs avec l'administration. Et aussi sur la mise en place d'un programme de sensibilisation à l'énergie, à l'environnement, donc avec une association. Donc j'ai affiché quelques affiches ici. C'est une série d'affiches en fait d'éco-gestes qui sont mises en place dans la plupart des bâtiments. Donc on essaye d'organiser aussi des conférences, des visites de sites pour montrer le fonctionnement des bâtiments. Et ça a pour objectif aussi une réduction, de prendre conscience en tout cas des consommations d'énergie. Et donc une réduction et une amélioration du confort thermique dans les locaux. Voilà, puis je travaille aussi sur les bâtiments neufs, donc on a plusieurs projets de bâtiments neufs à venir, donc j'intègre aussi les discussions autour de tous ces sujets-là. Voilà, merci, je passe la parole à Jessica. Bonjour à tous, alors Jessica Bécher, maître de conférence en informatique. Donc, je suis là pour vous parler un petit peu des travaux qui sont menés au sein du laboratoire auquel je suis affiliée, donc le laboratoire UMR Espace Dev, notamment les travaux de l'équipe transition énergétique. Donc, la problématique part d'un constat, donc on en a parlé depuis ce matin, notamment l'autonomie énergétique de la Guyane. Donc, on constate en fait qu'en Guyane, on a un fort potentiel solaire. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à proposer des outils pour exploiter au mieux ce potentiel. Donc, on vise à être en fait un laboratoire d'appui au développement de l'énergie solaire au sein de notre territoire. Et pour cela, nous avons pas mal de partenaires, donc des partenaires autant privés que publics. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, en termes de... Donc, on a deux grandes problématiques qui sont en lien avec les thématiques d'aujourd'hui. Donc, notamment la prévision de l'irradiance, mais aussi de la production photovoltaïque. Et en second plan, la détection et la prédiction des défauts sur les panneaux photovoltaïques. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour le premier point, notamment pour la prévision de l'irradiance solaire, au sein de l'équipe, donc, on a travaillé sur
la production d'un algorithme d'extraction de données à partir d'images satellites, notamment pour produire des données, des séries temporelles d'ensoleillement et aussi une cartographie du rayonnement solaire, notamment sur notre territoire et aussi sur le plateau des Guyanes. Donc, ces séries temporelles associées à des données météorologiques sont utilisées dans des algorithmes pour nous permettre donc de prédire donc l'ensoleillement à court, moyen terme. Ensuite, lorsqu'on parle de prévision de la production, donc on a des travaux qui portent sur la prévision de la production photovoltaïque sur la Guyane, notamment à partir de données de 66 centrales. Donc, à partir d'un historique de production disponible sur l'open data d'EDF, donc des données publiques, et associé donc toujours à des données météorologiques. Nous proposons, notamment en utilisant des réseaux de neurones, de prédire donc la production sur le territoire. Donc pour la deuxième thématique, qui concerne la détection des défauts et aussi donc leur prédiction sur les systèmes photovoltaïques. Donc nous nous basons sur les données d'une centrale Albioma. Donc ces données sont couplées avec des données simulées sur MATLAB, donc toujours sur la base de cette centrale. Et donc à partir de ces données, on a des premiers résultats assez concluants, notamment sur la première partie qui concerne la détection des défauts. Slide suivant. Donc, pour vulgariser donc diffuser notre travail, mais aussi proposer nos services aux différents acteurs, nous avons mis en place un site internet où nous proposons donc nos services, notamment la fourniture des séries temporelles dont j'ai parlé plus tôt, aussi les différentes prédictions, mais aussi des services en termes d'analyse de données. Donc, analyse de séries de données que vous pourriez avoir, notamment pour mieux comprendre en fait les comportements de vos systèmes. Alors, en termes de conclusion, donc notre laboratoire cherche à être un acteur, déterminant donc pour la transition énergétique, notamment dans le domaine du solaire. Et nous tenons à avoir des problématiques, donc à relever des défis en termes de recherche sur des thématiques qui sont importantes pour notre territoire, notamment la gestion de l'énergie. Et donc, nous sommes une équipe assez produisante puisque nous faisons au mieux pour faire connaître notre recherche au niveau international. Merci. Merci. On va aborder l'innovation sur des ZNI avec Madame François et Monsieur Ozerman. Les zones non interconnectées, c'est ça? Les problématiques? Alors, pour ce qui me concerne, non, probablement, Monsieur Léman. Mais moi, en fait, je vais diverger très, très légèrement du thème, si vous me permettez. Ça reste sur le thème de l'innovation, mais en fait, pour moi, je ne voudrais pas parler de problématiques, mais plutôt des défis qui restent à relever, notamment face aux nouveaux enjeux, face aux nouveaux besoins, en prenant en compte toutes les contraintes locales, qu'elles soient environnementales, techniques, de développement et de facteurs socio-économiques. Vous pouvez passer la première, je suis désolée. Donc très vite, rapidement, Triton est le leader mondial de l'exploitation, mais plutôt, je dirais, la valorisation en fait des bois émergés qui sont créés lors de l'ennoiement de forêts pour la création de barrages hydroélectriques. Nous sommes dorénavant une société française, je pense que c'est important de le signaler, basée en Guyane, avec un groupe basé en France. Ok, je veux bien la slide différente.
C'est pas grave, ça va bien se passer. Alors, toujours est-il qu'en fait, pour répondre à ce besoin, comment est-ce qu'on y répond? Et donc, moi, je voudrais vous partager comment Triton y répond, puisque je n'ai pas comment dire, le but, l'objectif de voir comment créer l'innovation pour les autres. Voilà comment nous, ça se passe. Vous pouvez passer à la suivante. Ça passe en fait par une prospection d'un site qui est adapté. Ça passe par une analyse de marché, un besoin qui se crée localement, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple donc de la Guyane. On a un réservoir qui représente environ 35 000 hectares qui a été ennoyé et qui a ennoyé environ 5 millions de mètres cubes de bois qui sont restés sous l'eau depuis la création de ce barrage. On a en Guyane un marché qui est, comment dire, très tendu du point de vue du bois, puisque une partie du bois est malheureusement importée, alors qu'on a cette ressource qui est perdue et qui peut être valorisée au travers notamment de la technologie que Triton a mis en place. Donc on s'insère parfaitement dans l'aspect innovation, mais ça n'est pas que. Le modèle de Triton, c'est clairement la valorisation d'une ressource perdue pour répondre à un besoin. Ça peut être un besoin en bois, un besoin de développement, de diversification, etc. Donc, ces 5 millions de mètres cubes de fibres qui restent perdus sous l'eau représentent un intérêt pour lequel nous, on a les capacités de la valoriser. Ça passe par une phase de développement, de planification qui permet de plus finement déterminer quelles sont les espèces et les essences qui se trouvent sous l'eau, mais également de faire un certain nombre d'études, de consultations qui permettent de déterminer les zones sur lesquelles nous pouvons opérer. À partir de là, on a des plans de récolte, mais on a également le design de nos équipements qui permettent d'opérer de manière sûre et efficace, tout en respectant les contraintes, qu'elles soient environnementales, esthétiques ou autres, sur le lac. Je veux bien qu'on passe à la suivante. Je voulais faire un focus sur l'engin qu'on utilisera, puisque cette technologie en fait est brevetée et qui permet d'aller récolter ou couper des arbres à presque 30 mètres de profondeur. Donc grâce en fait à un engin qu'on a modifié, qui est une barge motorisée avec un système de positionnement dynamique, sur lequel nous avons une chargeuse classique que nous avons toutefois modifiée pour pouvoir aller couper de manière sûre, sans perturbation du fond du lac, les arbres et les ramener à la surface. C'est opéré par un seul opérateur. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre en fait comment ça se passe, si vous voulez bien la lancer. Donc vous avez un seul opérateur qui se positionne donc avec la barge qui est motorisée au pied de l'arbre à la profondeur sur laquelle on est autorisé à opérer, qui vient détecter. On a des cartes et des sonars à bord qui permettent de voir, entre guillemets, comment ça se passe en dessous. Le bras télescopique est étendu jusqu'à la base de l'arbre sans toucher le sol et vient le grappiner, puis le couper et l'amène enfin à la surface. Ils sont ensuite positionnés en fait dans ce qu'on pourra appeler des treillis ou des paniers flottants à couple de la barge pour pouvoir supporter le poids de ces arbres qui ne flottent pas. Vous pouvez passer à la suivante. Toujours est-il que la particularité de l'activité de Triton, c'est une activité forestière, mais atypique puisque opérée sur un lac. On a donc mis en œuvre une chaîne logistique un peu atypique de transport lacustre de ces troncs de la zone d'extraction vers la zone de transformation. On a donc des barges et des pousseurs qui permettent de le transférer vers la berge. La valorisation, ensuite, elle est sur un modèle à la fois classique terrestre, c'est-à-dire une zone de tri et une zone de transformation. L'intérêt du lac de Petit-Saut et des essences qui se trouvent en dessus, c'est qu'une partie peut être, et c'est l'intérêt majeur du projet, est exploitable au travers d'une scierie pour du bois d'œuvre.
L'ennoiement de ce lac a créé, il n'empêche, une quantité non négligeable de bois qui ne sont pas transformables via une scierie. Et c'est de là qu'est né le projet de création d'une centrale électrique biomasse attenant pour justement valoriser tous les déchets que l'on va générer. Et qui permet donc d'avoir l'intégralité de ce qui est extrait être valorisé à 100%, bois d'œuvre ou biomasse. L'intérêt du projet, en fait, au-delà des enjeux qui sont effectivement des enjeux, on va dire, techniques pour certains aspects, mais qui sont des enjeux de développement et de diversification. Ça passe par la création d'emplois, puisqu'on envisage de 65 à 70 emplois créés en direct sur le site de Petit-Saut. Ça passe par également la volonté, en fait, d'être une vitrine, puisque ce projet est le seul qui existera et qui existe pour le moment au monde sur une telle ampleur. Ça sera la vitrine du territoire, mais également le développement pour servir le bois local, et tout ce qui ne serait pas absorbé par le bois local peut servir à l'export. Le tout, pour la partie biomasse, de fournir une source d'énergie, de carburant, entre guillemets, pour une source prédictible et fiable, puisque à terme, la centrale qui sera attenante au site fournira 8% de la consommation du littoral, tout en étant en fait un système complètement maîtrisé de A à Z, notamment sur les aspects environnementaux, puisque nos plans de récolte prennent en compte les contraintes très spécifiques du lac et nous permettront d'exploiter ce projet sur les 25 prochaines années. Et je pense que j'ai fait le tour. Quel est le modèle économique? Pardon. Quel est le modèle économique? Pardon. Le modèle économique, oui. Là, c'est transformation moitié pour du bois d'œuvre, moitié pour du bois de la biomasse. Je connais rien à l'industrie du bois, mais les conditions peut-être un peu plus coûteuses de récolte du bois, de traitement du bois pour ensuite le valoriser, vous permettent d'être compétitive par rapport à d'autres producteurs de bois? On permet de s'aligner, effectivement, oui. D'accord. Donc pour nous, ce qu'il est important de signaler, c'est clairement, pour l'aspect innovation, d'avoir une solution technique responsable qui permette de répondre à un besoin, notamment du territoire. Oui. Bonjour, donc Henri Ozerman, je suis le directeur général de la CEOG. J'ai demandé à Chris Nelson, ma collègue de HDF, de venir avec moi pour parler du projet de la CEOG. La CEOG est effectivement un projet innovant, principalement par l'utilisation d'hydrogène comme source de stockage d'énergie. Et je vous propose de commencer par un petit film qui vous donnera quelques chiffres et vous expliquera le fonctionnement de la CEOG. Salué comme un projet exemplaire sur le plan économique, social et environnemental, la centrale électrique de l'Ouest guyanais, installée sur la commune de Mana, à l'ouest du territoire, répondra directement aux besoins de la Guyane et de ses habitants. La centrale produira de l'électricité 100% renouvelable, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Non polluante, elle n'émettra ni gaz à effet de serre, ni particules fines, ni bruit, ni fumée. Grâce à l'association de l'électricité issue du parc solaire photovoltaïque et l'eau naturelle contenue dans les sols, la centrale générera par électrolyse de l'hydrogène. Cet hydrogène sera stocké et en fonction des besoins, recombiné avec l'oxygène de l'air au sein de piles à combustible pour produire l'électricité. La centrale évitera ainsi la combustion de 12 millions de litres de diesel par an et l'émission de 39 000 tonnes de CO2 par an par rapport à une centrale thermique. Développée de concert entre pouvoirs publics, population et développeurs, elle permettra l'approvisionnement sécurisé toute l'année de l'équivalent de plus de 10 000 foyers de l'Ouest guyanais à un coût inférieur aux centrales diesel du territoire. Cette centrale électrique va non seulement permettre la création de plusieurs dizaines d'emplois nouveaux, mais va aussi générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 millions d'euros pour les entreprises locales. D'abord pendant sa construction, mais aussi pendant toute la durée de la concession de 25 ans, une vingtaine d'emplois pérennes et non délocalisables, notamment des ingénieurs et techniciens, des gardiens et du personnel d'entretien, seront créés pour faire fonctionner la centrale.
Plusieurs initiatives environnementales et sociales, développées avec le soutien des populations locales, seront également mises en place. D'abord, les modes de vie traditionnels seront respectés, des aménagements permettront le passage en toute sécurité des gros mammifères sur le terrain de la centrale et aux chasseurs d'accéder à leur zone de chasse. De la même manière, les franchissements des cours d'eau ne perturberont pas l'écosystème aquatique, ni la faune ou la flore. De plus, le projet CEOG participera au développement communautaire de l'Ouest guyanais. Des partenariats visant en particulier le soutien au développement économique et social, ainsi que la préservation de l'environnement, sont discutés et conclus avec les communautés riveraines, amérindiennes et bushinangais. Par exemple, la construction de carbets disposant de bornes Wi-Fi gratuites permettront aux habitants de réaliser les démarches administratives sans se déplacer et aux enfants de faire leurs devoirs. Enfin, d'autres partenariats plus larges, comme le Fonds de dotation pour le développement du pays mananais, permettront d'œuvrer durablement aux côtés de la commune de Mana pour améliorer le cadre de vie des habitants, en accompagnant des projets en lien avec la défense de l'environnement, l'éducation et la formation de la jeunesse, la santé publique ou la valorisation du patrimoine culturel et paysager. Très bien, merci. Je vais laisser ma collègue parler du contexte. Oui. Donc CEOG, c'est la première centrale multimégawatts à hydrogène vert au monde. C'est une infrastructure d'utilité publique et d'aménagement du territoire, mais c'est considéré comme une innovation pour 3 raisons principalement. Donc la première raison, c'est qu'on utilise des technologies qui sont matures, qui sont éprouvées dans un certain nombre de contextes depuis une 50aine d'années. Enfin, clairement, l'hydrogène en Guyane, c'est de l'histoire aujourd'hui un petit peu ancienne, puisqu'on a la présence du CSG, où il y a des fluides un peu industriels complexes qui ont l'habitude d'être exploités depuis une 50aine, 60aine d'années. Mais par contre, CEOG, la nouveauté, j'ai envie de dire, elle est sur l'association de ces technologies entre elles, et à aussi grande échelle. Donc on a des panneaux solaires, on a du stockage d'hydrogène, on a de la production aussi de l'hydrogène en local, et on a aussi des batteries. Donc ensuite, CEOG, c'est une belle innovation aussi en termes de financement, puisque c'est la première fois dans le monde entier que une centrale électrique d'énergie renouvelable non intermittente, mais basée à partir, qui a comme source primaire en tout cas des énergies solaire intermittente, est financée comme une technologie complètement mature, donc à 20% par des fonds propres, donc qui sont détenus par les actionnaires de la centrale, Meridiam, le fonds d'investissement Meridiam, la SARA et HDF, et à 80% par de la dette bancaire, de dette institutionnelle de premier plan. Et CEOG, c'est un investissement global de 170 millions d'euros sur le territoire. Et enfin, CEOG, c'est aussi un contrat d'achat d'électricité qui est capacitaire, et c'est l'équivalent de ce qu'on attend en termes de services système rendu par une centrale thermique, et non pas une centrale d'énergie renouvelable intermittente classique. Merci. Oui, effectivement, tu soulignes bien, c'est une énergie qui sera constante, stable, et contrairement à une centrale solaire, elle pourra fournir de l'électricité de façon constante. En effet, en journée, on pourra produire 10 MW, et en nuit, durant la nuit, on produira 3 MW. Donc on apporte une réponse structurée aux besoins concrets qui sont exprimés par la PEE. Et on apporte aussi une réponse structurée, c'est-à-dire qu'on va sécuriser le réseau. On apportera donc une sécurisation au réseau électrique sur l'ouest guyanais. On note que la PEE a un besoin de 20 MW supplémentaires en énergie, prévu dès 2023. Donc il faut que ce projet avance rapidement pour pouvoir répondre à ce besoin. Par ailleurs, dans les ZNI, donc la solution de stockage d'énergie, c'est un des problèmes des ZNI, pouvoir stocker l'énergie. On y apporte de 2 manières. La première, pour stocker l'énergie sur une courte durée avec des batteries, de façon classique. Et la deuxième, avec le stockage sous forme d'hydrogène pour un stockage de moyen et long terme. Un autre point qu'apporte cette centrale et qui répond aux besoins concrets
exprimé par l'APE, c'est l'autonomisation énergétique du territoire. On va produire de l'énergie localement pour une consommation locale, sans apport de carburant par exemple de l'extérieur et sans consommation locale d'un produit fini. Donc on sera du coup moins dépendant des fluctuations du marché des carburants par exemple qu'on peut trouver au niveau mondial. Voilà. Donc on retient qu'on contribue à l'autonomisation énergétique de la Guyane. C'est un projet qui est intégré dans son territoire. Lors de la phase de construction, on emploiera environ 200 personnes pour la réalisation du chantier. Et par la suite, on fera travailler une quinzaine de personnes. Donc la vidéo en a parlé. Plusieurs types de postes seront créés pour le bien du projet. Mais je rajouterai l'apport le plus important de ce projet, c'est de garantir une électricité stable et constante, ce qui permettra à l'Ouest guyanais de pouvoir accueillir des entreprises qui pourront elles-mêmes proposer des emplois. Et je pense que c'est le plus important pour le développement du projet, pouvoir garantir une électricité stable et constante, de façon à ce que les entreprises puissent être sécurisées sur ce point et créer des nouveaux emplois. Par ailleurs, nous avons des accords déjà avec l'Université de Guyane pour des formations et d'autres organismes aussi, qui me permettra de développer ce métier. En termes d'apport sur le chiffre d'affaires des entreprises, en localement, nous allons travailler avec les entreprises locales à hauteur de 17 millions d'euros. Et par ailleurs, la CEOG estime les recettes fiscales à 20 millions d'euros sur la totalité des 25 années d'exploitation. En dernier point, donc, nous avons travaillé avec les riverains sur du développement local. On a parlé tout à l'heure des carbets, on a aussi le partage des bois d'œuvre de la découpe, mais aussi on va travailler sur des accompagnements des riverains sur des aides au développement de leurs projets. Donc ici, on a une carte qui permet de se rendre compte de notre implantation par rapport à la fois à la ZN, à la nationale. Ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est qu'on n'a pas fait un gros carré de panneaux photovoltaïques. Nous nous sommes implantés uniquement sur les hauts des collines, de façon à préserver la biodiversité qu'on trouve dans les bas-fonds, et ce qui permet aussi de traverser sans souci notre zone. Donc on peut rejoindre la crique Sainte-Anne de part et d'autre de notre projet. Je vous remercie. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, intervenir? Micro. Ou alors il faut que je me déplace. Je viens à toi. Ouais, je suis sûre de moi. Oui, merci. Rémi Louis Budoc, du Grand Port Maritime. En fait, c'est pour le projet Triton. Le président de la FEDOM a parlé tout à l'heure du modèle économique. En fait, quand vous récupérez, parce que vu la géographie du territoire, quand vous récupérez les bois en question, pour les amener vers les unités de production, où se situent ces unités de production, par exemple. Imaginons, par exemple, vous récupériez des bois, je dis une bêtise, vers Apatou, là, je sais pas, et vous ramenez ça où? Parce que vous n'avez parlé que du littoral. Vous avez dit que c'était pour ramener sur le littoral. Pardon, alors je m'excuse si je n'ai pas été claire. Le projet est implanté sur le lac de Petit-Saut et l'unité de transformation est à proximité des berges du lac de Petit-Saut. Et les récupérations de bois? La récupération se fait sur le lac. Au fur et à mesure que l'exploitation va avancer, on va s'avancer sur ce lac sur les 25 et quelques prochaines années. On récupère les bois au travers de ces barges. Vous en avez pour 25 ans d'exploitation là, dans cette zone? Oui. Exclusivement, nous opérons exclusivement sur le lac de Petit-Saut.
Et donc la zone de transformation, pour des questions d'optimisation, etc., on a choisi de l'implanter à proximité du lac. D'accord, il n'y aura pas de récupération ailleurs sur le territoire. Non, notre activité, en fait, elle est lacustre. Nous sommes exclusivement sur les bois immergés. On ne touche pas, nous, aux forêts vivantes ou aux déchets d'exploitation d'autres entités. Nous avons développé cette technologie exclusivement pour travailler sous l'eau. Pour petits sauts. Et petits sauts. D'accord, merci. Merci pour ces présentations. Moi, ma question, ça va s'orienter directement sur la production d'énergie à base en utilisant des piles à combustible. Est-ce que vous avez déjà un fournisseur de la pile à combustible? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu sur sa réaction sur la durée de vie dans un milieu tropical? Et est-ce que vous envisagez aussi de collaborer avec nous, l'université, de prendre des apprentis et de former, de les aider à intégrer le milieu et de travailler sur des sites réels? Merci. Oui. Merci, Monsieur Sadli. Donc, les piles à combustible, elles sont fournies par HDF, qui les a co-designées avec le Canadien Ballard. Donc, Ballard nous fournit les cœurs de piles et nous, on les assemble. On est aujourd'hui un industriel à part entière. À Bordeaux, dans une usine de fabrication qu'on est en train de construire en ce moment d'ailleurs et qui fournira les premières piles début 2024. Donc bien sûr, il y aura des stages, ce sera ouvert en fait à des stages pour de la fabrication, mais également après pour le suivi d'installation, etc. sur le territoire et même pendant les diverses années à venir, il y aura besoin de monde pour tout ce qui sera maintenance et exploitation. Et pour la partie tropicalisation, les piles à combustible, on a choisi la technologie Proton Exchange Membrane, et c'est une technologie qui est adaptée aux milieux tropicaux. Je voudrais rajouter que c'est une nouvelle technologie et on aura besoin de personnel compétent en Guyane. Donc c'est important de développer cette filière. Et je pense que ça pourrait se développer aussi ailleurs. Je pense qu'HDF serait très heureux de pouvoir commencer à travailler avec des étudiants guyanais sur cette technologie-là et d'exporter des compétences qu'on aura développées en Guyane dans d'autres pays. Je sais que vous avez d'autres projets dans d'autres pays, en Jamaïque, en Thaïlande, enfin il y a beaucoup d'autres projets. Et ce serait une réussite que de réussir à former des jeunes en Guyane pour aller montrer ce qu'on peut faire ailleurs sur les technologies développées en Guyane. Oui, donc effectivement, CEOG, c'est la première mondiale, mais CEOG est déjà en duplication dans une vingtaine de pays, sur 20 projets vraiment concrets, un peu vraiment partout dans le monde. Et l'avantage qu'on a en Guyane, c'est qu'avec une première mondiale, on forme des compétences vraiment en avant-première. Et donc, c'est quand même, pour les étudiants en tout cas qui sont dans la salle, une opportunité de travailler vraiment partout dans le monde, parce que c'est vraiment des compétences qui sont rares. C'est un beau challenge. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Juste un complément. En complément à ce qu'elle vient de dire, merci pour les réponses qui sont claires. Vous savez très bien qu'on a avancé sur les projets de l'hydrogène à l'Université de Guyane depuis 2014. On commence à enseigner les piles à combustible, au moins les modèles d'utilisation et quelques travaux pratiques de simulation. Ce qui nous intéresse pour vraiment produire de la compétence de terrain, c'est maintenant le rôle de vos entreprises de jouer le jeu, de les intégrer pour toucher et voir les différents organes et les différentes problématiques liées à cette technologie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci. Moi, j'avais une question d'ordre général sur la recherche. Sur la recherche et le passage de la recherche vers le monde de l'entreprise. Quelles étaient les passerelles et comment nous, chefs d'entreprise, on est quand même beaucoup de chefs d'entreprise ici, on pouvait tirer profit des choses sûrement géniales que vous développez ici, notamment en Guyane, mais dont on n'a pas connaissance
dans le milieu économique, milieu industriel, et comment on pourrait mieux connaître tout ce que vous faites. Merci pour la question. Donc du coup, je ne sais pas si je me suis présentée, mais pour pouvoir, voilà, je suis déléguée régionale à la recherche et à la technologie. Je suis basée en préfecture. Donc merci pour la question qui est posée parce que c'est l'occasion de pouvoir donner des éléments de réponse. Néanmoins, nous allons faire un peu une campagne et aller rencontrer les différents acteurs, pouvoir prendre le temps et d'échanger là-dessus. Donc on a un certain nombre d'outils qui permettent en fait aux entreprises de pouvoir s'inscrire justement dans les développements d'innovation. On sait que ces innovations, elles sont importantes pour pouvoir permettre à ces entreprises d'aller sur des nouveaux marchés. Dans ces outils, on parle notamment au niveau de la formation, la possibilité de pouvoir mobiliser ce qu'on appelle des bourses CIFRE. Ce sont des étudiants qui vont être encadrés par des acteurs de la recherche, mais sur des activités qui concernent l'entreprise. On peut prendre l'exemple notamment chez Briques de Guyane, où vous en avez 2. Et en fait, ça vous permet de faire une véritablement accélération, parce que c'est vrai qu'une entreprise, elle a ses prérogatives, elle a ses enjeux et elle n'a pas toujours le temps justement de pouvoir prendre du temps et faire de la R&D. Et donc il y a la possibilité de faire cela. Il y a notamment aussi du crédit impôt recherche avec notamment la possibilité de récupérer près de 50%. Et là aussi c'est l'occasion soit de développer cette expertise au sein même de l'entreprise, mais pourquoi pas de pouvoir aussi développer des interactions avec l'université, avec les acteurs de la recherche. Et là dans ce cas on peut passer par notamment de la sous-traitance. Nous avons aussi pour les entreprises qui sont très jeunes, c'est-à-dire moins de 8 ans, la possibilité aussi d'avoir cette labellisation de jeunes entreprises innovantes qui lui permet d'avoir accès à un certain nombre de pouvoir ne pas payer des impôts sur le revenu, des exonérations, que ce soit sur les impôts du revenu ou que ce soit aussi au niveau social, notamment sur les charges. Donc en fait, il y a un certain nombre d'outils. On est très très peu nombreux sur le territoire à pouvoir en bénéficier. Sur la Guyane, il n'y en a que 9. Donc il y a véritablement un enjeu de pouvoir communiquer là-dessus. La deuxième partie, c'est tout ce qui se faisait, je vous disais, dans les laboratoires et tout ce qui se faisait au niveau des laboratoires. Je vous ai dit que la signature du territoire sur un certain nombre de thématiques, où on est très bon, que ce soit dans le domaine de la santé tropicale. Au niveau des bioressources, on a notamment un laboratoire des sciences du bois, mais on a une unité mixte de recherche sur l'écologie des forêts de Guyane. Et toute la recherche qui est faite, en fait, elle alimente notamment des acteurs comme l'ONF pour pouvoir travailler justement, lui donner des éléments techniques pour pouvoir avancer sur des plans de gestion qui soient plus adaptés en fait à nos conditions forestières et ne pas simplement partir de prérequis, etc., mais d'être vraiment au plus près de ce qui se passe. Ces résultats aussi permettent notamment d'avoir des données pour pouvoir aussi s'inscrire justement dans ces enjeux de changement climatique et d'avoir de la donnée qui est sur le territoire. Donc il y a un véritable exercice à faire. Alors les acteurs qui sont dédiés à cela, il y a notamment l'université, et à travers son projet qui a obtenu des financements France 2030, qui est son projet Pays à Excellence. Le projet, c'est la mise en place d'un institut de la biodiversité et de l'innovation durable, où on va, à travers ce corps qui est la biodiversité, qui est véritablement l'excellence du territoire là-dessus, et puis cette biodiversité qui est omniprésente, et de pouvoir en fait l'alimenter, que ce soit sur des sujets d'alimentation durable, que ce soit sur des sujets de santé tropicale, que ce soit sur des sujets autour de l'éco-construction et l'éco-matériaux, et ensuite la déployer, que ce soit sur des actions en termes de formation, sur des actions en termes de recherche, sur des actions en termes de médiation scientifique, parce qu'il est important de communiquer à la société tout ce qui s'y fait, qu'on sort de nos laboratoires, et puis évidemment sur des actions en lien avec le développement économique des entreprises. Donc il y aura notamment ces structures, il y a d'autres dispositifs qui existent notamment. Là aussi, la Guyane a été lauréate d'un autre appel à projet France 2030, avec notamment la mise en place d'un centre d'ingénierie bio-inspiré. Là, dans ce cadre, on se trouve dans un accélérateur d'innovation au service des entreprises pour leur apporter l'expertise nécessaire, que ce soit en termes d'accompagnement sur des besoins techniques, avec une mise à disposition de laboratoires, depuis le concept, la preuve de concept, jusqu'au changement d'échelle. Les thématiques, ce sont toujours les mêmes, parce qu'il faut se mettre les forces là où on est bon. Donc on est sur la valorisation de la chimie du vivant, sur l'éco-construction, les écomatériaux, et puis aussi sur l'alimentation durable. Et ces plateaux techniques vont permettre aux entreprises, parce que là aussi c'est une problématique, c'est d'avoir accès justement à des équipements qui peuvent permettre de faire des expérimentations et de pouvoir accompagner vos développements. Donc il y a énormément
de choses à dire et je pense que je reviendrai vers vous et on fera, que ce soit avec le MEDEF, on va organiser un événement où on met en relation les acteurs de la recherche au monde socio-économique, parce que nous devons avoir un discours commun, nous n'avons pas les mêmes regards sur les objets, nous n'avons pas non plus les mêmes contraintes, donc il faut qu'on apprenne, qu'on s'apprivoise, de façon à ce qu'ensuite on puisse élaborer des projets sur une ou deux expérimentations et donc qu'on aille beaucoup plus loin. Donc c'est une campagne qu'on va démarrer et voilà, j'espère qu'elle sera fructueuse. Merci Nadine, tout à fait. Des actions qui sont prévues avec le MEDEF Guyane et notamment avec le COMEX 40 également. Voilà. Et avec le MPI aussi, c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu par toutes les portes de façon à mieux se faire connaître et mieux faire connaître la communauté. Tout à fait. Merci encore Nadine. Tout ce matin, effectivement, en tout cas, je voudrais qu'on applaudisse nos intervenants. Merci beaucoup. Attendez 2 secondes. Je voudrais juste compléter, pour ceux qui sont des adhérents de MPI, on a une intervention demain sur les leviers de l'innovation notamment. Pardon. Demain à 8h. Merci. Merci encore. Alors, donc tout ce matin, on a beaucoup échangé avec les chefs d'entreprise, porteurs de projets et autres. Et on a le plaisir d'accueillir le président de l'association des maires de Guyane, Monsieur Michel-Ange, Jérémy, bonjour. Et bien entendu, on aimerait avoir le point de vue, justement, notamment des élus, d'un élu, sur la transition énergétique et le développement du territoire. Donc, je t'invite à t'installer. Et présidente, si vous me permettez, Oui. il vient juste d'arriver, monsieur Albéric Bint. Ah, mais comme je ne l'avais pas vu, c'est pour ça que je n'ai pas osé le... Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, Donc, qu'il nous président, rejoigne. Bienvenue. On t'attend sur la scène. Merci. Monsieur Albéric Bint, qui est le président du syndicat mixte de l'énergie de la Guyane. Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le député, monsieur le président maire, collègues, madame la vice-présidente, monsieur les directeurs, les présidents, les professeurs, enfin vraiment, mesdames, messieurs, en vos grades qualités et fonctions. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. C'est vrai qu'on a répondu favorablement au pied levé. Et ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, est-ce que je prépare quelque chose? Je me suis dit non, finalement, je viendrai. Alors, pas en forme dilettante, mais vraiment pour parler, en préparant, ça oriente un peu les débats, mais vraiment en parlant comment les élus pourraient concevoir le développement des énergies renouvelables, mais du point de vue territorial. Oui, ça permettra d'avoir un discours plus vrai, en fait. Plus vrai, Voilà, oui, et c'est non ça. façonné pour les attentes. Alors moi, j'ai la double chance d'être maire de Sinnamary. Et alors, est-ce que c'est une double chance? C'est aussi président de l'association des maires de Guyane. Mais en tant que maire, tout d'abord, vous savez que Sinnamary, vous n'êtes pas sans le savoir, accueille un barrage, le plus grand barrage hydroélectrique de la Guyane. Donc, dès les années 80, 90, 94, le barrage a été érigé. Ça veut dire, quelque part, les Guyanais, les politiques, notamment le maire à l'époque, ont accompagné ce projet. Donc il y a eu cette volonté très forte aussi des politiques, bien sûr en dépit de la nécessité d'avoir d'autres moyens de production, de mettre en place un barrage hydroélectrique. Peut-être certains diront, certainement c'est par rapport à la base spatiale qu'il fallait alimenter, mais il y a eu comme ce courage politique d'avoir un barrage hydroélectrique qui aujourd'hui approvisionne à peu près 60%, me semble-t-il, 70% on pourra dire, de l'énergie en Guyane. Ça veut dire que la Guyane, tout d'abord, politiquement parlant, nous n'avons pas à rougir de cet engagement politique. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est-à-dire que la Guyane avait pris le pari, avait pris le virage de la transition écologique. C'est-à-dire que depuis 1994, depuis plus de 30 ans que nous sommes déjà dans cette dynamique. Et aujourd'hui, avec l'actualité mondiale qui nous rattrape et puis ce besoin impérieux d'avoir d'autres modèles de production. Et là, je crois avec mon collègue Smegui, mais oui, il y a ce besoin. Donc ce besoin pour chaque territoire. Et nous voyons beaucoup de projets
sortent ou restent dans les cartons pour résolument tendre vers une énergie beaucoup plus vertueuse. Donc en conséquence, ce que cela rapporte pour nous, les maires, bien sûr, en termes de fiscalité, on va parler sous, en termes de fiscalité, donc c'est vraiment un apport fiscal non négligeable, non négligeable. Ce que cela vraiment, en termes de dizaines de millions d'euros, notamment pour les EPCI, donc du coup ça permet de lancer le développement économique. Aussi en termes, j'aime bien dire, d'économie circulaire, Je sais que beaucoup de collectivités sont sollicitées pour mettre à disposition leur équipement, pour mettre des panneaux photovoltaïques, donc des retombées également, alors peut-être pas fiscales, mais en termes locatifs, pour avoir de l'autofinancement, pour développer d'autres projets. Donc il y a des atouts nécessaires. Alors peut-être aussi, il faudrait qu'on évite aussi de faire quelques erreurs. Donc, en tout cas, on est conscient qu'il y a un développement certain des énergies renouvelables, mais peut-être des erreurs à ne pas peut-être commettre ou à éviter à l'avenir. Nous avons le cas SEOG un peu peut-être à éviter. Alors, pas l'emplacement, je ne parle pas de l'emplacement, mais enfin, tous les hectares moins autant. Mais c'est vraiment mettre le rôle des élus. Le rôle des élus, très souvent. Alors, pourquoi je dis ça? Je préfère le dire honnêtement. Très souvent, effectivement, les projets sont décidés alors, de Paris, avec l'ONF ou avec EDF, mais il n'y a pas de co-construction avec les élus. L'élu n'est pas contre le projet. Et souvent, on apprend qu'il y a un projet qui serait sur Mana, sur Sinamari, mais le projet est suffisamment avancé pour qu'on ne revienne pas. Et quand il y a des difficultés, les élus interviennent en tant que pompiers. Donc c'est vraiment... Je ne partage pas complètement, je dis ça oui, comme mais là c'est l'élu qui parle, parce qu'on l'a bien vu avec, alors peut-être avec SEOG, peut-être on pourra le voir avec d'autres projets. On n'est pas contre le projet, mais il faut qu'il y ait cette phase de pensée, co-construction. On est conscient qu'il faille tendre résolument vers une nouvelle énergie beaucoup plus propre, mais les décisions également, la projection, la prospection également peut être faite de manière co-construite. Ça, c'est vraiment, je partage, moi, en tout cas, moi, j'adhère, j'ai l'occasion de le dire au service de l'État, j'ai l'occasion de le dire aux différents acteurs, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en opposition. Mais je pense qu'il y a peut-être des erreurs qu'on pourrait éviter, et aussi les élus pourraient être les premiers VRP de ces projets. Enfin, quoi qu'il en soit, les collectivités accueillent tout type de projet positivement, aussi par rapport aux entreprises. Donc je sais que chez moi, les entreprises sont en train de se préparer pour changer pour monter en compétences. Il y a de nouvelles filières qui se créent, de nouveaux métiers qui se créent. Et donc ça peut être intéressant pour cette filière verte, pour cette économie verte qu'on voudrait donner. Et pareil, peut-être que vous n'allez pas partager, mais aussi, quand on voit tous ces beaux projets qui fleurissent, la compétence locale. Est-ce que nos jeunes sont suffisamment formés pour accéder? Et donc ça fait qu'aussi, quand il y a cet espace de co-construction, on peut également anticiper les besoins en formation et peut-être ne pas aller chercher la compétence ailleurs en attendant que la compétence locale soit formée. Donc, je ne sais pas combien de temps que j'ai, vous me dites si je suis trop long, si je suis... 10 minutes, je crois, c'est 10 minutes. Ah, pour nous deux? Pour les deux? Non, chacun. D'accord, donc voilà. Donc, si vraiment il faut résumer, positivement, donc cet enjeu en termes retombées fiscales, à n'en pas douter, en termes d'emploi, en termes d'attractivité pour les porteurs de projets. Quand vous avez une commune qui est vertueuse en énergie propre, en énergie verte, en énergie renouvelable, forcément cela attire, même ça permet d'avoir un autre mode de pensée. Et ça induit aussi une autre façon de vivre. Notamment, donc, quand on parle des énergies renouvelables, on parlera de mobilité, peut-être avoir une mobilité beaucoup plus propre et peut-être avoir des équipements publics beaucoup plus respectueux face à l'environnement. Et du coup, je crois que c'est un ensemble, c'est vraiment le point de départ. Le point de départ, c'est un ensemble qui peut nous amener à créer un nouveau modèle de société. Donc, voilà pour ma part, Madame la Présidente. Merci. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis disponible à y répondre. Je vais juste rajouter une toute petite chose. Moi, j'ai souvenir d'avoir presque violé, je dis comme je le pense, les élus lors d'une réunion à la préfecture
sur le projet de la centrale thermique, donc élus et parlementaires, avec notamment la FRBTP, pour qu'ils prennent une vraie position sur le projet. Du Larivo? Ouais. Je m'en souviens très bien. Donc, oui, non, mais je le dis quand même. Quoi. Donc les élus, c'est bien, mais parfois, voilà, il faut peut-être se bouger un peu plus tôt, faire. Non, mais alors peut-être que c'est peut-être la méthode. Alors, parce que je pense qu'on communique quand même assez. Alors peut-être. C'est votre communication. C'est votre communication. J'aime souvent dire. Mais même moi, je m'inclus. Je vous rassure. Même moi, je me dis peut-être que si le message n'est pas bien perçu, est-ce que dans ma façon de communiquer, on pourrait l'améliorer? Alors, moi, je pense que les élus guyanais prennent leur position, à condition qu'ils soient peut-être informés, qu'ils soient, entre guillemets, en confiance, prennent les positions. Vous avez bien vu pour le projet CEOG, les élus guyanais ont pris position. Oui, très bien. Donc ça veut dire qu'on peut prendre d'autres positions, mais à condition, je pense que... Alors quand je vous dis construction, c'est pour améliorer, c'est pour améliorer la communication. Et souvent, nous, les élus, nous sommes les premiers face à la population et surtout face à l'acceptation du projet. Parce qu'en fait, on verra passer un porteur de projet privé. Oui, vous avez accepté de mettre une centrale à Sinamari, à Mana. Alors qu'il pourra vous dire, il est arrivé, les choses étaient déjà ficelées. Donc, quand je parle de cette dynamique de co-construction, pas co-accord, je sais que les accords se donnent, bien, malheureusement beaucoup sur Paris, mais co-construction pour permettre à monter le projet, c'est vraiment step by step, face à la population notamment. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu bavard. Merci. Président Ben. Merci. Alors tout d'abord, excusez mon retard, je sors de Mana, je suis venu, et je repars à Mana tout à l'heure. Donc pour 15 minutes, j'ai accepté de faire 600 km. Merci beaucoup. Non, c'est pas un reproche. On peut vous applaudir. Je le dis. Non, pour dire que quand nous, on organise des manifestations également dans nos communes rurales, les gens de Cayenne doivent faire pareil, doivent venir et accepter de repartir. Et vous avez raison. Parce que bien souvent, c'est pas ce qui se passe. Non, je crois que le collègue Jérémy a très bien brossé la situation. Nous, quand on a relancé le SMIGI, parce que je suis là en tant que président du syndicat mixte de l'énergie de la Guyane, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un partenaire, car ça fait plus de 15 ans que le SMIGI est en gestation. Et nous l'avons fait sortir officiellement en décembre 2022, le 12 décembre 2022, où on a eu la réunion avec l'ensemble des 22 maires, où les 22 maires ont pris position en disant que nous mettons en place une structure qui accompagnera le développement énergétique du territoire. Parce qu'il fallait qu'il y ait, je dirais, un partenaire face à EDF qui est la structure, je dirais, qu'on a tous connue, que nous connaissons tous, qui est historique. Et là-dessus, d'ailleurs, on l'a dit, on a eu 2 ou 3 réunions déjà avec EDF qui est venu expliquer un petit peu les choses au niveau des élus, pour que nous puissions voir réellement comment apporter une réponse, car nous ne pouvons pas avoir du développement économique sans énergie, ce n'est pas possible. Je le dis, je suis agriculteur de profession. Sans électricité, je galérais. Maintenant que l'électricité, on peut mettre des machines en place, on peut avoir de l'électronique, on peut tout avoir. Alors que sans électricité, c'est compliqué. Et c'est pour cette raison qu'on s'était dit que si nous voulions que notre pays soit développé, il faudrait au moins qu'il y ait de l'énergie. Pas que ça, mais au moins l'énergie. Et le fait d'être en syndicat permet de discuter avec la CTG, qui gère également au niveau de la PPE, avec également le préfet, et bien sûr avec EDF, et qu'on puisse trouver un compromis de fonctionnement. Et comme je l'ai également dit, ce n'est pas en arrivant aujourd'hui comme président, quand on a mis en place le SMIGI, qu'on va régler le problème énergétique, mais au moins, on veut mettre un début dans une discussion et dans une pratique. Si on veut aujourd'hui faire quelque chose, je reprends les dires de mon père, si tu ne commences pas, tu ne pourras jamais arriver à bout. Donc il faut un jour commencer. Et je crois qu'on a commencé officiellement le 12 décembre. Là, nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir avoir une équipe sur le SMIGI. Alors je lance un appel. Nous sommes à la recherche d'un directeur pour le SMIGI. Vous allez sur le site de la mairie,
c'est la mairie qui me permet en fin de compte de pouvoir véhiculer les messages officiels. J'ai pris une délibération, je le dis, pour le contrôle de légalité, qui me donne la main, qui permet en fin de compte de communiquer par le biais de la mairie pour pouvoir avoir des remontées. Et si vous allez sur le site de la mairie, la fiche de poste est sur le site et on peut répondre. Et nous allons constituer donc l'équipe du SMICI pour permettre de pouvoir rentrer en discussion clairement, officiellement. Aujourd'hui, ce qui se passe par rapport au SMICI, je profite de l'occasion pour donner la communication. Donc, nous sommes en train de passer une convention. Nous avons signé une convention avec le CIDEV, qui est un syndicat de la Vendée en métropole. Nous avons également signé une convention avec la FNCCR, qui est une fédération nationale de l'énergie également de métropole, qui nous accompagne techniquement parce qu'on n'a pas la technicité et le temps qu'on puisse constituer notre équipe pour pouvoir rentrer, je dirais, de plein droit dans nos obligations du syndicat. Pour ce qui concerne l'électricité, je me rappelle, et je le dis encore en présence de l'EDF, être partenaire ne veut pas dire être d'accord tout le temps. Je le dis, pour ne pas qu'on attende que, parce qu'on est partenaire, on doit être d'accord. Je peux être partenaire et ne pas être d'accord avec ce qui m'est proposé. Et ça sera le cas. Parce qu'il y a des pratiques peut-être qui se faisaient dans le passé, que nous ne voulons plus voir se pratiquer encore. Et quand il faudra le dire, nous allons le dire. Il ne faudrait pas qu'on pense que parce qu'on a dit, bon, on travaille ensemble, d'accord. Non, je considère que au niveau de nos différentes mairies, je parlerai pour la commune de Mana par exemple, nous sommes la deuxième commune dans l'obscurité, comme je l'ai dit, dans les 8 communes de la CCOG, après Grand Senti, ouais. Après Grand Senti. Et lors du passage, notamment du ministre Karenko, il était convenu, et le président était présent, qu'il faudrait revoir la stratégie énergétique du territoire et qu'on puisse voir comment réellement nous pouvons sécuriser nos communes, mais surtout le territoire. Aujourd'hui, on se rend compte que les communes de l'Ouest sont vraiment pénalisées par rapport à la grande île de Cayenne. Pourquoi? Parce que la ligne n'est pas doublée. Ça fait 20 ans que j'entends parler de doublement de la ligne. Excusez-moi, hein, j'ai 58 ans aujourd'hui, je risque d'attendre encore 20 ans encore. Donc je crois qu'avant de parler du doublement de la ligne, nous devrions sécuriser les communes et faire en sorte que les dossiers, et je le dis encore une fois, je l'ai dit au directeur de l'EDF, il faudrait que nous puissions faire en sorte de prioriser les entreprises d'énergie renouvelable qui sont sur nos communes, et là je suis d'accord avec toi, collègue, mais en partenariat avec les maires. On ne peut pas voir arriver des projets, nous ne sommes même pas au courant, et ensuite on nous demande de venir éteindre le feu. On le fait parce que c'est un début, mais pour l'avenir, et je le dis, pour l'avenir, ce serait bien que les entreprises se rapprochent des mairies, qu'on se mette d'accord, et une fois qu'on s'est mis d'accord, là, ce sera en accord avec les mairies, et on peut après prétendre à ce qu'il y ait une activité qui se mette en place. Mais on ne peut pas aller négocier avec quiconque, faire les choses, et on se rend compte que ça ne passe pas, et on vient voir le pompier pour dire au pompier, envoyez de l'eau, il y a le feu. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième des choses, c'est de voir comment nous pouvons réellement sécuriser l'ensemble de nos territoires, de nos communes, pour que lorsqu'il y a un problème énergétique, eh bien, que nous puissions avoir la possibilité de récupérer l'énergie qui est produite, pourquoi pas, sur le territoire, et pouvoir être éjecté sur les lignes, car c'est très compliqué pour un entrepreneur, un chef d'entreprise, d'avoir une activité économique, de ne pas avoir de l'énergie. C'est hyper compliqué pour un ménage également, et ça vous le voyez, quand vous avez 10 minutes de coupure électrique, tout le monde s'affole, alors que nous passons des heures, voire des jours sans électricité. Donc, voyez voir en fin de compte les difficultés qu'il y a. Et le rôle du syndicat, c'est de voir comment nous pouvons favoriser, bien sûr, la possibilité de pouvoir faire en sorte d'intégrer et d'intéresser surtout les entreprises à énergie renouvelable sur nos territoires pour que nous puissions au moins rentrer dans le cadre de la loi. Mais au-delà de la loi, comme j'ai pour habitude de dire, le soleil, on ne va pas le réinventer, il est là. Donc si on peut l'utiliser, on l'utilise. Le vent, même bagage. Je crois que c'est quelque chose pour ma part qui est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je dis que nous avons du retard, et le retard, nous pouvons le rattraper.
Et ça accompagne tout à fait ce que tu disais. Ça permet d'avoir une activité dans une commune. Ça permet de recruter du monde. Aujourd'hui, les maires sont tout seuls face, je dirais, au chômage. Et on peut même considérer que dans une mairie, nous sommes considérés comme étant Pôle emploi. Il n'y a pas un mois si je ne reçois pas une dizaine de CV où les gens viennent demander du boulot à la mairie. Ce n'est pas le rôle de la mairie de pouvoir embaucher du monde. Les personnes doivent être embauchées par les entreprises. Les collectivités doivent accompagner les chefs d'entreprise. Et là, je m'adresse à vous. On doit faire en sorte de favoriser votre implantation sur nos communes pour que vous puissiez embaucher les personnes de nos communes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que je ne reproche pas à l'activité économique de ne pas être faite, parce que je sais très bien que les chefs d'entreprise n'ont pas la possibilité parfois de s'installer dans une commune. Ils ont des difficultés. Et je crois que notre rôle à nous, CTG, mairie, c'est de voir comment nous pouvons faire en sorte d'améliorer l'accueil d'une entreprise sur nos territoires. Car nous galérons beaucoup, notamment pour du foncier. Quand on regarde la superficie de la Guyane, Mana, 6300 km². 6300 km². Il n'y a pas moyen d'avoir 1 hectare pour installer des entreprises? Mais j'ai un problème. Non, mais je vois que tu vas réagir. Non, mais j'ai un problème. J'ai un problème. On a tous un problème. Donc, aujourd'hui, nous avons revu notre PLU, notre plan local d'urbanisme. Nous avons priorisé des zones où nous allons implanter des entreprises à énergie renouvelable. Nous avons prévu des zones pour pouvoir faire des zones d'activité. Mais tout cela sur le terrain qui ne nous appartient pas. Terrain de l'État. Donc là, nous avons demandé à l'État de nous retrocéder, notamment une partie des terres, notamment des terres où il y aura des projets à énergie renouvelable. Mon courrier est parti au préfet et au ministre. Le ministre Karenko m'a dit, lors de la réunion, pas de problème. Pour le moment, je n'ai encore rien reçu comme retour, mais je vais le relancer là-dessus. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas propriétaires de notre foncier, nous ne sommes pas maîtres de notre développement. Et aujourd'hui, au niveau de la mairie de Mana, je parle, j'ai demandé à l'État de me retrocéder pas loin de 3000 hectares, 3000 hectares, pour que nous puissions mettre en œuvre notre développement économique, où nous voulions vraiment faire en sorte d'attirer les entreprises chez nous. Et quand on attirera les entreprises chez nous, eh bien, je n'aurai pas à jouer le pompier au niveau de la mairie pour pouvoir dire aux gens, ben, regardez, je ne peux pas recruter tout comprendre qu'ils ne me paient pas. Bah, voilà quoi. Ben, je passe mon temps à ça. Je passe mon temps à dire aux gens, je ne peux pas te recruter, surtout des catégories C. Les A, on peut encore voir, mais les C, il y en a tout plein qui viennent vous voir tous les jours, qui attendent devant la mairie quand vous arrivez, ou qui viennent devant chez moi, qui cherchent du boulot. Et je peux comprendre que les gens cherchent du boulot. Mais encore une fois, et là, encore une fois, merci encore pour cette invitation. C'est un appel en disant aux entreprises, je crois qu'on a besoin de vous pour développer le territoire, mais vous avez besoin de nous également. Et vice-versa. vous avez Je l'ai besoin de toujours nous dit. également élus pour le faire. Et C'est ce qu'on appelle un partenariat. c'est ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais pour qu'on puisse être gagnant-gagnant dans ce partenariat, encore une fois, si nous ne sommes pas propriétaires de notre foncier, on ne pourra rien faire. Voilà. Vous aurez l'occasion de le dire, au ministre de l'Outre-mer qui arrive ah oui, courant mai. Mais moi, je le dis. En tout cas, le message est passé, très oui, clairement. Moi, je le dis où je veux. Vous savez, moi, personne ne m'empêchera de parler, encore une fois. J'ai pour habitude de dire ce que je pense. Bah oui. Et je pense que si vraiment nous voulons faire en sorte que les choses se fassent différemment, nous devrions changer de braquet. Voilà, ça c'est ma démarche. Tout à fait. Alors, vraiment, juste pour conclure, vraiment pour dire au niveau de l'AMG, c'est également, décision a été prise que chaque commune soit propriétaire du foncier avant qu'il soit attribué à une grosse entreprise. Donc montrer aussi que quand je parlais de co-construction, pour moi c'est assez logique. Et vraiment, enfin, il a bien résumé. Donc, nous sommes pour ce développement, cette transition écologique à travers les communes, mais il faudrait que nous soyons vraiment de véritables partenaires. Voilà, pour résumer. Attribué à une grosse entreprise, attribué à des entreprises. Des petites entreprises. À en des tout cas, entreprises. alors, je dis des autres, alors parce que généralement, ce sont les grosses qui prennent 20, 30 hectares. Mais quelles qu'elles soient, en fait, quelles qu'elles soient, il faut qu'il y ait cette maîtrise du foncier, pour que nous puissions avoir un développement endogène de notre territoire. Il nous reste 3 minutes. Président Mariton,
Avant que tu passes à la synthèse des travaux, est-ce que tu permets qu'on puisse avoir un échange de 2-3 minutes avec le public Cela va et de les soi. élus, s'ils le souhaitent? Je sais que tu as quelque chose à dire, forcément. Bon, par contre, tu viens chercher le micro. Non, pas de problème. Merci. J'ai une question pour les présidents maires. On a vu notamment ce matin qu'il y avait des recettes fiscales qui étaient assises sur l'énergie fossile, et que c'est une recette non négligeable, en plus pour la CTG, mais qui retombe dans l'escarcelle, je dirais, de la mairie directement ou indirectement. Là, on va sur une transition, donc on va réduire la base de cette ressource fiscale pour la Guyane. Comment pensez-vous faire en sorte qu'elle soit compensée ou remplacée par autre chose? Parce que bientôt, en 2030, en théorie, on n'aura plus de base, notamment sur ces énergies fossiles, sur la taxe sur le carburant notamment. Je peux bien commencer. Donc, pour compenser, donc, quand je parlais de rétrocession du foncier, ça veut dire que si la commune est propriétaire du foncier, ce sont des recettes pour la commune. Et ensuite, également, quand je parle de co-construction, il faudra qu'on trouve d'autres recettes, d'autres recettes fiscales à travers, nous savons que le développement de ces énergies renouvelables, c'est un business également. Vous faites du business, vous faites un business, donc j'aime beaucoup dire, en fait, de toute façon, si ce n'était pas un business, nous n'aurions pas autant de porteurs de projets voulant s'installer à développer ce type d'énergie. Donc c'est à nous, effectivement, de travailler ensemble sur des compensations, alors, déjà, qui sont imposées en termes environnemental, et puis trouver des recettes avec les entreprises, et aussi avec l'État. Il faut aussi que l'État compense, bon, là on est assez prudent là-dessus, compense les pertes qui seront liées à l'activité fossile. Et aussi nous permettre de développer. Enfin, je pense qu'on a des réserves. On aurait parlé de l'or. Les taxes, nous n'arrivons pas à exploiter cette filière. Donc il y a des recettes qu'on pourrait avoir sans attendre que l'État puisse nous donner €1 près. Il y a l'or, il y a aussi le puits carbone. Ça, ce sont des réelles problématiques qui ne sont pas encore mises sur la table. Donc je pense que dans le cadre de l'évolution statutaire, il y a un volet sur recettes fiscales. Comment effectivement anticiper la fin des énergies fossiles et en même temps anticiper également les potentielles recettes que nous pouvons déjà avoir par rapport à l'image vertueuse de la Guyane. Je vous ai dit ce matin, ça fait 30 ans que 60% de l'énergie est dite verte. Vous comprenez? Ensuite, nous avons à peine 6% de la population habitée, donc 95% fait partie de la forêt amazonienne, donc qui permet également à la France de générer des millions en termes de puits carbone. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi d'aller négocier et aussi la rétrocession du foncier, ne serait-ce pour ces porteurs de projets. Voilà. Surtout quand on a un territoire riche comme la Guyane, on sait très bien que les collectivités notamment vivent sur les taxes. Moi, comme on l'a dit, il faut ouvrir en fin de compte la base fiscale. Aujourd'hui, l'exemple de Mana, mais c'est l'exemple de l'ensemble de la Guyane. Nous avons à Mana 400 foyers fiscaux. 400 foyers fiscaux sur 12 000 officiellement habitants, et alors que potentiellement nous sommes 15 000 habitants. Nous savons tous que l'INSEE ne fait pas son travail, ou il fait son travail comme il le souhaite, et n'est pas conforme avec la réalité. Donc nous n'avons que 12 000 personnes qui sont recensées sur la commune de Mana. Dans les 12 000 personnes, nous avons 400 foyers qui payent en fin de compte des impôts. Ça veut dire qu'il y a de la marge encore à faire pour pouvoir compenser en termes de taxes. Donc nous, ce qu'on a demandé à l'État, notamment, c'est de pouvoir élargir la base fiscale, vendre le terrain pour les personnes qui sont déjà installées sur le terrain, car il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui habitent sur les territoires où ce n'est pas gênant, c'est le terrain de l'État. On dit à l'État, écoutez, vendez le terrain aux gens, le produit de la vente retourne dans les caisses de l'État et le produit de la taxe rentre dans les caisses de la commune. Et comme cela, eh bien, les interventions que nous faisons en apportant l'électricité,
de l'eau, la voirie, ça permet en fin de compte de compenser. Et si on arrive déjà à rééquilibrer les choses, c'est pas loin de 2 à 3 millions qu'on peut faire entrer tout à fait, en fin de compte, sur nos communes. Et quand on regarde bien, nous ne sommes pas traités, et là je vais me retourner vers les députés, hein, nous ne sommes pas traités au même titre que la métropole. Quand on est en zone de montagne, les communes ont d'autres taxes qui tombent pour les accompagner. Alors qu'en Guyane, on n'a pas de montagne, mais on a la forêt. Et donc, je pense qu'on peut faire le même travail en disant qu'au même titre que les communes qui ont des difficultés par rapport à la montagne, eh bien, on doit pouvoir aider les communes qui ont une grande superficie, soit pas habitées officiellement, mais superficie quand même qui tombe dans leur patrimoine. Et je crois que là, il y a d'autres possibilités à pouvoir obtenir des moyens supplémentaires en termes de fiscalité. Vous voulez intervenir, monsieur le député? Oui, je vais me retourner quand même pour regarder les gens. Oui, en fait, je voulais dire 2 petits mots. Moi, je suis un ancien agent d'EDF, donc j'ai quand même quelques connaissances en matière d'énergie, d'Eviriman aussi. Ouais. Donc, je pense qu'on peut s'autoriser à dire quelque chose. L'énergie, c'est quelque chose de très important, c'est un bien commun. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez, c'est pas un bien privé. C'est comme pour l'eau. Donc, en fait, il y a des domaines comme ça qu'on doit sécuriser en tant que bien public. Et l'histoire de la France, c'était ça. On oublie souvent qu'avant avant la fin de la guerre, c'était des régies privées. Et c'est le Conseil national de la résistance française, je crois que c'était un communiste d'ailleurs, qui était ministre de l'énergie et qui a pris la décision de nationaliser toutes les structures énergétiques de production, de transport et de distribution. Parce qu'il a été considéré que c'était un bien commun, mais surtout parce que la France devait se reconstruire. Tiens, la Guyane doit être construite, non? C'est pas un territoire qui a été détruit, mais c'est un territoire qu'on doit développer. Donc nous sommes en sous-développement. Et donc, cette idée de laisser aux mains que du privé, petit à petit, le secteur de l'énergie, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est par défaut, parce que EDF n'a pas joué le rôle qu'EDF devait jouer, avec un désengagement clair et net, que ce soit en matière de production, de transport et de distribution. Deuxièmement, les élus n'ont pas joué leur rôle non plus. Le seul contre-pouvoir qu'il y avait à l'époque, c'était le syndicat. Il faut le dire ici, vous êtes des chefs d'entreprise, il faut le dire et il faut le reconnaître. C'est la grande grève de 2007 qui a permis la création, l'idée de créer une nouvelle centrale électrique pour passer ce passage déjà, puisqu'il fallait mettre de la dénox à dégradé canne. Enfin, on savait déjà que la centrale de dégradé canne non seulement était obsolète en termes de produits, enfin de non conformes par rapport à des effets de serre, etc., mais aussi parce que, bon, tôt ou tard, on allait être en déficit de production. Et c'est cette grande grève aussi qui a été à l'origine, dans le protocole d'accord, de l'idée de doubler la ligne pour pouvoir produire de l'électricité pour l'Ouest, avec une sécurisation, enfin distribuer et transporter. Et déjà à l'époque, on disait que pendant la période transitoire, il fallait une centrale. C'est dans le protocole d'accord aussi. Et que même si on doublait la ligne, il fallait quand même une centrale. Parce qu'on oublie, il y avait une centrale de production à Saint-Laurent avant, qui a été fermée. Donc en fait, on sait tout. Il faut s'interroger, je parle des politiques, pourquoi on n'a pas réussi à régler ce problème-là? Parce qu'en 2007, ce protocole d'accord qui a eu lieu, qui a été signé par la direction d'EDF et par l'ensemble des syndicats qui étaient en mouvement, il a été validé par un congrès des élus des deux assemblées, puisqu'il n'y avait pas encore la collectivité territoriale. Les élus se sont réunis en congrès et ont validé la totalité de l'accord. Et cher collègue Albéric, y compris la mise en place du SMEGI. Ça date de 2007, c'est-à-dire que ce sont les organisations syndicales qui ont alerté les politiques en leur disant « il nous faut une structure qui existe ailleurs de contre-pouvoir ». Mais on a un problème dans ce pays-là. Les SAFER existent depuis 1960. Il faut faire une grève en 2017 pour mettre en place une SAFER en Guyane. On parlait du foncier tout à l'heure. Donc, il y a
la façon dont l'État traite la Guyane, et puis il y a la façon dont nous, les élus, notre posture politique, notre capacité à réagir vite, fermement. Parce qu'on n'empêchera pas une entreprise privée, et c'est normal. Les entreprises privées, elles ne sont pas des entreprises philanthropiques. Du jour où elles considéreront qu'elles n'auront plus intérêt à rester, elles partiront. Et à l'époque, monsieur le directeur d'EDF, nous nous étions opposés à la mise en place du barrage hydraulique au fil de l'eau de Saint-Georges, parce que nous considérions que si ça devait se faire, que ça devait être EDF. Et la direction d'EDF commençait justement à ouvrir le capital au privé, et on nous a dit, mais non, ne vous inquiétez pas, ça va marcher, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, elle est partie. Et je le rappelle, à qui veut l'entendre aussi, on nous a mis en 4x3 partout en Guyane à l'époque, le gazogène, qui devait être mis en place à Dégradé-Cannes, qui n'a jamais produit 1 kWh et qui a coûté des millions pour son démantèlement. Donc, moi, le discours que je tiens ici, ce n'est pas de dire que, bon, voilà, les entreprises privées, vous n'avez pas à répondre à des appels d'offres ou à créer des entreprises, y compris dans le secteur de l'énergie. Je dis que les contre-pouvoirs créent les conditions de la régulation, et y compris ici, c'est essentiel. Sinon, ce bien public, nous n'allons pas le sécuriser et nous allons le mettre en danger. Moi, je tiens à le dire ici, parce que ça pullule de partout. On sait que les intérêts financiers sont énormes, et ce n'est pas qu'en Guyane, hein, et qu'on a intérêt, pour un pays comme nous, qui est tellement en retard de développement, de mettre en place toutes les structures et faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et Albéric, que tu es président aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, tu ne veux pas que DF t'impose quoi que ce soit, ce n'est pas un partenariat où on vient te dicter quoi que ce soit, mais moi j'irai plus loin. Les collectivités doivent utiliser tous les outils en leur possession pour que le rapport de force, parce que c'est un rapport de force financier, un rapport de force, on va dire politique, c'est un rapport de force en matière d'ingénierie. Or, qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous avons des collectivités qui sont faibles dans tous ces domaines-là. Politiquement, elles sont instables. Du point de vue de l'ingénierie, elles n'ont pas les outils. Hein, voilà, on cherche jusqu'à maintenant donc, un directeur pour le SMEGI, je vous dis, ça date de 2007. Et puis, etc., etc. Donc, il y a un vrai problème. Donc voilà, moi je voulais simplement vous alerter sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques, on va dire, on a l'impression que ce sont des éléments support, mais ce sont des éléments qui sont stratégiques si on veut vraiment sécuriser ce bien public. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Président, je te laisse... Merci à toi, Tara. D'abord, je suis très heureux que la FEDOM ait pris l'initiative il y a quelques mois de lancer un cycle de séminaires sur la transition énergétique sur l'ensemble des territoires des Outre-mer. Et je trouve que celui que nous partageons aujourd'hui en Guyane, grâce en particulier à notre partenariat dans l'organisation de cette journée avec le MEDEF de Guyane, Tara, est particulièrement intense et je le souhaite fécond. Le MEDEF de la Guyane est un des membres fondateurs de la FEDOM, qui rassemble aujourd'hui un large champ d'organisations professionnelles et d'entreprises. Il est que cet après-midi et cette journée, Tara, aura été, je vous remercie aussi de tes collaborateurs, très bien organisée et je pense permet de faire avancer les choses. Je ne prononcerai pas trop sur les enjeux internes à la Guyane sur lesquels je suis par construction moins compétent que vous, mais je vais essayer en effet, tel qu'on l'a prévu, de distinguer quelques éléments de synthèse. On a pas mal parlé de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Aujourd'hui, dans les territoires ultramarins, c'est une responsabilité partagée de l'État et du territoire, et le directeur général des services de la collectivité territoriale de Guyane a rappelé le travail qui est en cours actuellement. Je crois simplement que c'est important de souligner au fil des échanges de la journée ce qui est apparu sur la durée de la PPE et en quelque sorte les deux convois un peu parallèles qu'il y a entre l'élaboration de la PPE et la maturation des projets économiques et des projets d'entreprise. Et on a là une situation qui n'est pas satisfaisante. Ça n'est pas du tout... je ne parle pas du calendrier d'élaboration, je parle de la temporalité de la PPE, le fait que la PPE soit sur un calendrier en vérité trop court. L'élaboration peut prendre du temps, on peut avoir des considérations sur le temps que ça prend ou que ça ne prend pas.
Mais on est sur des PPE, je pense, qui sont trop brèves au regard de la maturation des projets, et en particulier sur des territoires comme nos territoires ultramarins, qui sont toujours des territoires un peu complexes. Et puisque nous rencontrons bientôt la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, cette question de la temporalité des PPE ultramarines est, à mon avis, un point qui mérite d'être soulevé. Un autre sujet est celui de l'élaboration interne de la PPE dans chaque territoire, mais c'est un autre sujet. Je pense de cette manière qu'il faudrait être capable, si je peux me permettre, localement, dans le respect en particulier de la concertation avec les élus, chers collègues, être capable de travailler plus vite sur un horizon de plus long terme. Les choses ne me paraissent pas contradictoires. Le deuxième point que j'ai trouvé aussi très positif dans nos échanges, qui est un point non pas sur la durée de la PPE, mais sur son champ, qui est d'aborder à la fois la transition électrique, mais l'ensemble de la transition énergétique, parce qu'une fois qu'on a fait la transition électrique, on a probablement fait le plus simple. Et les enjeux d'énergie dans le domaine des transports, et ça a été dit de différentes manières, c'est le transport maritime, c'est le transport fluvial, ici en Guyane, c'est évidemment le transport routier de marchandises, c'est le transport routier de voyageurs, c'est le transport individuel, ce sont des enjeux extrêmement importants et qui ont leur place dans ces travaux de programmation, de même d'ailleurs que tout le volet de maîtrise de l'énergie qui est important et qui est pris en charge par différentes initiatives d'entreprises qui sont intéressantes. La PPE a abordé les questions de production, les questions de consommation, les questions de réseau, les questions de distribution. Il y a en effet une situation historique dans notre pays qui était celle d'un monopole public de la distribution, même s'il n'y a jamais eu de monopole public de la production d'électricité. La production d'électricité en France n'a jamais fait l'objet d'un monopole public. Le deuxième point, qui est celui de l'exemplarité, mais ça vous le savez mieux que ce que le président de la FEDOM de passage peut dire, mais l'exemplarité de ce que vous faites ici, ça a été dit de différentes manières, à la fois sur la mobilisation des compétences, sur des projets développés ici et qui peuvent intéresser la planète entière. Ça a été dit sur des projets d'une certaine dimension comme le CEOG ou des projets d'une dimension plus modeste comme l'hydraulique au fil de l'eau. Et je trouve que ces éléments sont extrêmement intéressants. Il y a de quoi en être fier. Et si d'ailleurs on a souhaité à la FEDOM, avec notre conseil d'administration et toi-même Tara, qui est vice-présidente de la FEDOM, si on a souhaité développer ces séminaires de transition énergétique, c'est qu'on s'est dit aussi qu'on a là un thème par excellence de mise en avant d'éléments très positifs et très forts des économies et des entreprises ultramarines, et d'évidence sur ce terrain de l'innovation et de l'accompagnement de l'innovation, la Guyane a beaucoup à dire. On a évoqué avec la DRRT la mobilisation de France 2030, c'est un enjeu important et nous souhaitons y aider. Et c'est important d'ailleurs aussi ce qui a été dit, c'est qu'on n'est pas toujours sur du brevet local, mais on est sur de l'acquisition de licences, de l'acquisition de brevets et du développement concret localement de brevets qui ont pu être développés ailleurs, qui ont pu être définis ailleurs, inventés ailleurs, mais c'est très précieux de pouvoir démontrer ces exemples ici. Le troisième point, c'est sur les exigences de la transition, qui je trouve ont été abordées de manière tout à fait intéressante. La transition, c'est d'abord un chemin, avec ce qui a été dit sur les questions de souveraineté, de souveraineté énergétique. Les difficultés, et on peut les retrouver sur d'autres territoires, de la relation régionale. C'est quoi la relation énergétique avec le Brésil ou avec le Suriname, ou c'est quoi la relation énergétique entre les Antilles et la Dominique? On est sur des sujets qui sont complexes, compte tenu de ce que sont les statuts des différents territoires, mais c'est tout de même un enjeu important. La souveraineté sur les sources d'approvisionnement, ce qu'on a dit sur les biofuels, des ressources qui, pour venir de ressources de biomasse, qui est une bonne chose, ne viennent pas toujours du territoire. Donc moi je pense qu'on a intérêt à pousser le sujet comme un chemin. C'est mieux d'utiliser une ressource
biologique venant de l'extérieur que du fuel venant de l'extérieur, mais c'est mieux encore d'utiliser une ressource de biomasse d'origine locale. On a évoqué les questions d'empreinte carbone au regard de l'importation. C'est pas un petit sujet en effet, et c'est important pour la production locale. Et l'octroi de mer, qui a des qualités et des défauts, qui peut faire l'objet de débats par ailleurs, c'est d'une certaine manière une forme de taxe carbone au passage, et de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ensuite, on apprécie ou pas les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, mais ça lui donne un certain caractère contemporain. La question de la fiscalité a été évoquée, et bien sûr le rôle des élus, chers collègues, et je pense que ce point est important et ne doit jamais être sous-estimé, parce qu'il vaut mieux anticiper que de rattraper des difficultés ensuite. On a évoqué le secteur des transports. Bonsoir. Le secteur des transports, et c'est important de le faire parce que ce n'est pas le plus aisé à aborder. Et puis, des enjeux sociétaux. On a abordé avec les élus un peu tard dans la journée, mais heureusement que vous l'avez fait, la question du foncier, qui est une question qu'on retrouve en vérité sur différents territoires. Et les énergies renouvelables ont tout de même assez souvent besoin de foncier, et donc la question de la mobilisation du foncier, la donne est totalement différente en Guyane de ce qu'elle est à La Réunion ou en Polynésie ou aux Antilles, mais on a partout des problèmes de foncier, et les problèmes de foncier, ils concernent éminemment les élus, et c'est bien de donner aux problèmes de foncier la dimension qu'ils ont. Pour dire les choses telles que je le pense, ils sont arrivés un peu tard, mais grâce à vous, dans la discussion de cet après-midi. Parce que c'est des sujets, alors probablement on considère que c'est dans le contexte amont, hein, et que voilà, une fois qu'on est là, on est après que le problème foncier a été résolu. Mais enfin, s'il s'agit d'être ambitieux dans une PPE, s'il s'agit de réussir la transition écologique, il faut réussir la question foncière. La relation avec la population, c'est évidemment quelque chose d'essentiel, je pense que chacun le comprend. Et puis sur la mobilisation des compétences, plusieurs interventions du directeur de l'IUT de Kourou, et c'était tout à fait bienvenu. Et c'est un des points qu'on développe à la FEDOM. On va organiser dans les mois qui viennent une séquence à Paris sur le retour des talents sur les territoires, le retour des talents au pays. Je pense que les sujets comme la transition énergétique sont tout de même de beaux sujets, à la fois de mobilisation locale des talents et d'encouragement au retour au pays pour démontrer qu'on est dans un monde qui bouge. Et qu'au demeurant, la transition énergétique, c'est non seulement un sujet pour les entreprises du monde énergétique en tant que tel, mais c'est un sujet pour tout le monde, pour tous les clients des entreprises productrices d'énergie, et en particulier tous les clients entreprises, parce que la transition énergétique, elle stimule, elle oblige à revoir son modèle, à chercher, ça a été dit, avec la maîtrise de l'énergie, mais c'est vrai aussi sur les choix de fourniture d'énergie, à optimiser constamment ce qu'est son processus de production et à moderniser le processus de production, ce qui fait le lien avec d'autres transitions, la transformation numérique, la transition écologique, les enjeux d'économie circulaire en particulier. Voilà quelques éléments de conclusion, Tara, de synthèse plutôt de ma part. Je laisserai à la fois le secrétaire général pour l'État et le président de la CTG apporter le point d'orgue à cette réunion, et je les remercie pour leur présence et leur attention à nos travaux. C'est important pour nous de collecter toutes ces informations parce que la FEDOM est à votre service, elle est au service des économies, des Outre-mer, elle est au service des entreprises, de ces organisations membres, de toutes les entreprises, et clairement il y a un certain nombre d'enjeux de la transition énergétique qu'il faut faire valoir et qui ont leur particularité Outre-mer, avec ce réflexe Outre-mer auquel nous appelons, c'est-à-dire dans le fonctionnement de l'État, monsieur le secrétaire général, eh bien, les dimensions Outre-mer, heureusement, finissent toujours par être entendues. Simplement, elles ne sont pas toujours la première dimension qui est prise en compte. Et elles sont prises en compte parfois après. Je pense qu'en faisant comme ça, on perd du temps, on perd de l'énergie, c'est le cas, et on perd quelques chances de réussite.
Donc si nous, en tant que modeste structure qu'est la FEDOM, mais on peut capter un certain nombre de combats à mener, d'enjeux à défendre pour la réussite de la transition énergétique, si on peut le faire suffisamment en amont, eh bien on le fait bien volontiers et on est à votre service pour cela, parce qu'on pense que c'est utile à la fois aux entreprises, aux économies ultramarines et au bout du compte aux sociétés dont nous souhaitons l'épanouissement et le développement dans les différentes dimensions qu'ici, dans nos différentes fonctions, nous défendons. Et pour ma part, modestement, en tant que président de la FEDOM aujourd'hui, et avec Tara dans la belle organisation, je crois, de cette journée consacrée à la transition énergétique et les entreprises au cœur de la transition énergétique ici en Guyane, Outre-mer, en France et partout sur la planète. Merci. Merci. Merci, Président. Il y a en principe 2 mots de clôture. Monsieur Gatineau, vous pouvez, si vous voulez aller... ou alors, voilà. Je vais rester ici. Bon, j'espère que je ne serai pas trop à côté de... Non, mais... D'accord, non, mais moi je suggérais peut-être... Il parle en premier, non ? Bon, alors, Monsieur le Président de la CTG, Messieurs les députés, Monsieur le Président de la FEDOM, Madame la Présidente du MEDEF, Monsieur le Président de l'Association des maires, j'ai pas vu le Président de la CACL, mais il est peut-être présent. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le Président de l'Université de Guyane également. Alors tout d'abord, il m'échoit la responsabilité de représenter Monsieur Thierry Kefelec, qui est à Paris aujourd'hui et qui n'a pas pu venir lui-même, mais qui vous adresse ses plus respectueuses et chaleureuses salutations. Donc évidemment, je tiens à saluer l'initiative lancée par le MEDEF et la FEDOM qui permettent de créer à travers ce séminaire un espace d'échange territorial sur les enjeux de la transition énergétique pour l'État, ses opérateurs, les collectivités. Ça, c'est un sujet qu'on connaît déjà, sur lequel on travaille depuis longtemps avec les élus, mais surtout les enjeux pour les entreprises pour viser cette décarbonation énergétique de la Guyane. Alors, je vous remercie pour tout le travail qui a pu avoir lieu dans le cadre de ce séminaire. Donc, j'attendrai évidemment que mes services me fassent la synthèse pour toutes les remarques qui auront été faites lors de ces tables rondes, pour qu'on puisse les traiter avec le plus d'attention possible, parce qu'on y attache une grande importance, et pour pouvoir relayer les bons messages à l'administration centrale. Alors, la Guyane est, par rapport à la décarbonation, dans une situation un petit peu paradoxale, puisque pendant des siècles, même peut-être des millénaires, la Guyane a été, pour le monde, et continue à l'être évidemment, un puits de carbone irremplaçable. Elle dispose de nombreux atouts, une vaste surface, des gisements renouvelables importants, d'importantes capacités d'aménagement, et puis aujourd'hui, 2/3 de l'électricité de son territoire sont produits avec des énergies renouvelables ou locales, dont la moitié, je vois EDF présent, par le barrage hydroélectrique de Petit-Saut. Pour autant, la Guyane connaît également un certain nombre de freins. L'éloignement pour beaucoup d'endroits sur le territoire des sites d'approvisionnement, une exposition aussi accrue au risque, puisqu'on le sait, les projections de Météo France et du BRGM nous l'ont fait savoir, la Guyane est particulièrement exposée à un certain nombre de risques, en particulier le recul du trait de côte, la montée des eaux, et aussi sans doute des épisodes de sécheresse de sécheresse, mais aussi des événements climatiques pluviaux importants qu'il faudra savoir anticiper. Donc on voit bien, la Guyane, elle est à la croisée des chemins pour la transition vers cette économie décarbonée. Et en la matière, il faut évidemment rappeler la grande urgence à laquelle nous sommes tous soumis. On le connaît, ce sont les rapports du GIEC. Le dernier, c'est le 6e rapport du GIEC qui démontre une intensification et puis une récurrence des événements climatiques extrêmes. C'est pour ça que la méthode employée par le gouvernement, c'est vraiment de dire on va changer d'échelle. C'est le sens du retour à ce qu'on appelle la planification. Alors la planification, c'est pas un gros mot, il ne s'agit pas de revenir à une économie planifiée, il s'agit simplement de se fixer des objectifs collectifs, nationaux mais aussi territoriaux. On pourra en reparler, il faudra décliner ces objectifs au niveau territorial et se donner les moyens pour accélérer, puisque pour en arriver à la neutralité carbone qui est souhaitée pour 2055, il va falloir sans doute à peu près multiplier par 3 le rythme de décarbonation auquel on est astreint tous collectivement.
Donc pour ça, qu'est-ce que l'État déploie pour vous y aider? Il y a un certain nombre de programmes que vous connaissez déjà, sur lesquels la préfecture a moult fois communiqué. Évidemment, c'est les projets, c'est évidemment les appels à projets France 2030, pour lesquels on travaille étroitement avec l'université, avec les autres partenaires pour faire connaître les différents appels à projets. Ça va être surtout, je pense, dans ce territoire, la production d'hydrogène vert, les carburants durables à partir de produits biosourcés, évidemment, et la décarbonation des mobilités, puisque on sait qu'ici, en Guyane singulièrement, mais aussi dans d'autres régions de France, la mobilité durable est un enjeu majeur, puisque 62% de l'énergie finale consommée reste liée au secteur du transport. Donc évidemment pour ça, on travaille. Je me félicite la CTG qui, lors du dernier comité stratégique territorial de l'énergie, a réaffirmé sa volonté de porter un scénario ambitieux pour mener à un parc de 30% de véhicules électriques légers et de pousser l'hydrogène pour la mobilité lourde. Je pense que la Guyane a tous les atouts pour ce faire, avec d'importants projets de transport en commun qui pourront réutiliser l'hydrogène, et avec des projets comme Iguane que l'on s'attelle chaque jour avec l'ADEME, avec le CSG et d'autres partenaires à débloquer. Voilà. Alors, je ne vais pas vous reparler de tous les appels à projets, France 2020, le Fonds vert, etc. Très important pour les collectivités, puisque de toute façon, on va se revoir cette semaine là-dessus. Je dirais juste simplement aussi qu'il y a des bonnes nouvelles du côté aussi de la commande publique, avec la reprise du chantier de la centrale du Larivot, qui devrait être très prochainement à nouveau en cours. Le projet Iguane, le projet MIA, évidemment, pour lequel on se bat aussi au quotidien. Et puis de nouveaux chantiers comme les cités administratives, les cités judiciaires aussi portées par l'État, au cœur de Cayenne et de Saint-Laurent, qui devraient aussi, avec le label d'ailleurs haute qualité environnementale amazonienne que l'État a choisi pour ses propres bâtiments publics, permettre d'obtenir aussi des résultats. Nous comptons sur les entreprises, sur votre savoir-faire et votre enthousiasme pour innover, investir et former. Et les services de l'État sauront vous accompagner. Alors à deux niveaux. D'abord pour adapter les normes et adapter les outils. On pourrait parler du label bas carbone qui permet aux entreprises, qui a déjà permis, mais qui permettra encore plus aux entreprises de compenser, pas seulement d'effacer leurs émissions carbone, mais aussi de les compenser. Je pense que c'est le plus important pour accélérer ce rythme dont on parlait. Et donc les services de l'État en Guyane porteront un certain nombre d'adaptations auprès du gouvernement pour que ce label bas carbone soit mieux adapté aux Outre-mer et singulièrement à la Guyane et puisse être mieux pris en compte par les entreprises. Adapter aussi un RTA tertiaire. Et puis les services de l'État sauront aussi accompagner les entreprises dans vos démarches pour chacune de ces étapes, en particulier l'ADEME, pour vous apporter un accompagnement dans le cadre des BGS et construire des plans de transition et développer des stratégies écologiques adaptées à chaque entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je ne doute pas que la qualité de vos conclusions que j'ai hâte de connaître, de vos travaux à ce séminaire, saura trouver l'écho auprès du gouvernement. Et je vous remercie et je laisse la parole aux prochains intervenants. Monsieur le ministre, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le député, cher Jean-Victor Castor, monsieur le président de l'Association des maires de Guyane, cher Michel-Ange Jérémy, monsieur le président du syndicat mixte de l'énergie de Guyane, cher Albéric Bent, que j'ai perdu de vue, il est encore sur la droite, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de l'Université de Guyane, madame la présidente du MEDEF, monsieur le président du Grand Conseil coutumier, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise ici présents, mesdames, messieurs, au terme de cette journée d'échange qui a permis de mettre en valeur le rôle des entreprises dans le processus qui va nous conduire, nous l'espérons tous, à une économie moins dépendante du carbone, je voudrais commencer par me réjouir de pouvoir intervenir devant ce parterre de personnalités. Preuve est faite que le sujet qui nous réunit ce jour est d'une importance majeure et que celles et ceux qui ont travaillé dans les diverses tables rondes ne se sont pas mobilisés en vain, mais au contraire pour une cause juste. Merci donc Monsieur le Président de la FEDOM pour la synthèse
que vous venez de présenter et permettez-moi d'évoquer à mon tour, en quelques grandes idées, ce que la CTG entend faire pour accompagner la transition énergétique en Guyane. En d'autres termes, quelle est la vision que porte la majorité politique que je conduis? Quelle vision a-t-elle de notre avenir? D'abord, j'ai envie de dire que la transition énergétique n'est pas et ne peut pas être une fin politique en soi, surtout pas en Guyane. L'objectif prioritaire est bien sûr le développement économique, car c'est ce dont la population a besoin. Décider d'aller vers un développement économique respectueux de l'environnement afin que celui-ci soit durable et soutenable pour les générations futures des Guyanais, c'est un choix politique et c'est le choix politique que nous avons fait. En effet, on pourrait à la place choisir des stratégies très court-termistes et on voit bien que c'est la réponse qu'avait choisie le Brésil de Jair Bolsonaro. On en connaît les conséquences. Enfin, identifier les filières économiques et les stratégies qui nous permettront d'asseoir ce développement dans un schéma de moindre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, c'est le moyen d'atteindre cet objectif. Autonomie et souveraineté sont deux notions différentes et nous recherchons la deuxième plutôt que la première. Face aux représentants du monde de l'entreprise, le message est de souligner que l'enjeu de la souveraineté énergétique est celui d'une alimentation stable et pérenne en énergie à des prix raisonnables et sans créer bien sûr de contraintes excessives sur les moyens de production. Dès lors, si notre choix est bien de promouvoir une stratégie de moindre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, quelles doivent être nos priorités? Évidemment, je dirais hydroélectricité, photovoltaïque et biomasse. On a là le trio fondamental pour aboutir, selon nous, à un mix énergétique en Guyane qui soit le moins dépendant possible des énergies fossiles importées. Mais, et c'était tout le sens de notre combat pour que le Larivot ne soit pas enterré, aucun mix énergétique n'a de sens s'il n'intègre pas la dimension de sécurité et de stabilité. Je me suis battu pour qu'on ait cette centrale de production thermique et j'entends maintenant m'assurer que l'usine sortira de terre en temps utile. Par ailleurs, selon le rapport intermédiaire de l'étude Skyrail, financée par l'AFD, les niveaux de puissance installés au 31 décembre 2023 devraient être partiellement conformes aux attentes de la PPE 2017, avec notamment près de 39 MW pour la biomasse et 91 MW pour le photovoltaïque. Est-ce à dire que nos objectifs sont atteints? J'ai envie de dire non, certainement pas. Car la croissance des besoins, en particulier dans l'Ouest, est exponentielle et nous le savons tous. C'est ainsi que l'une des clés de notre politique énergétique réside évidemment dans la recherche et l'innovation. Tenir cette rencontre d'aujourd'hui à l'université montre bien que la transition énergétique est affaire d'inventivité et d'agilité dans la gestion de la ressource. N'ayons pas peur de faire de la Guyane un territoire à la pointe des technologies pour le photovoltaïque flottant, pour les filières de production d'hydrogène et, pourquoi pas, pour l'utilisation de l'énergie de la houle. En cohérence avec la PPE qui sera adoptée dans les prochains mois, j'annonce que la CTG mettra ses outils d'accompagnement de l'innovation au service de l'ambition d'une Guyane engagée sur la voie de l'efficacité et de la sobriété énergétique. En outre, le cadre juridique est une autre dimension majeure de la réflexion. Il faut qu'il soit adapté et cela suppose une certaine dose de relocalisation des compétences dans le domaine du droit de l'environnement ainsi qu'un meilleur exercice du pouvoir de dérogation aux normes européennes. Les débats que nous avons eus sur les directives RED 2 et RED 3 l'ont bien montré. Il y a souvent une profonde méconnaissance des réalités de la Guyane dans certains milieux nationaux et européens. Prétendre que le développement d'une filière biomasse solide en Guyane va entraîner le défrichage d'une part substantielle de la forêt amazonienne, ce n'était pas seulement inexact, mais c'était surtout parfaitement irréaliste et incompréhensible. La géographie
est un troisième facteur clé de notre politique en matière énergétique. Au niveau national, nous constituons un système non interconnecté et c'est vrai aussi par rapport à nos voisins continentaux. Nous devons y réfléchir sur le long terme. Mais le point essentiel est que l'immensité de notre territoire fait que la Guyane est doublement, voire triplement non interconnectée. La question des réseaux prend dès lors une dimension stratégique et elle agit comme une contrainte structurelle pour le développement des solutions nouvelles de fourniture d'énergie. Dès lors, la future PPE de Guyane n'aura de sens de ce point de vue qu'en faisant une place importante aux besoins notamment des communes de l'intérieur. C'est ainsi que la crise sociale qu'a connue Maripasoula au 4e trimestre de l'année 2022 a démontré de façon évidente que les investissements massifs qui sont nécessaires dans cette commune ne peuvent plus être différés sous peine de devenir un grave facteur d'instabilité sociale et sociétale. Enfin, le rôle de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, est de toute évidence fondamental dans les réflexions sur la transition énergétique dans nos territoires. Lors de son dernier déplacement, Madame Vargon a par ailleurs affirmé sa volonté d'utiliser le levier de la fixation des tarifs de rachat de l'électricité pour accompagner certains projets parmi les plus innovants. Nous nous en réjouissons et nous nous inscrivons pour ce type de dossier dans une logique de concertation très en amont entre la CRE et la CTG. En fait, permettez-moi de dire quelques mots sur les mobilités, puisque, en effet, la CTG soutient les objectifs de décarbonation qui sont de toute façon fixés à l'échelle européenne. Elle rappelle cependant les caractéristiques du secteur de transport en Guyane, confronté à un contexte climatique, géographique et économique très différent de ce que l'on observe sur le territoire européen et sur le territoire de France hexagonale. La CTG entend faire prévaloir la voie de la prudence et du réalisme en la matière. Ainsi, le basculement à court terme, je dis bien à court terme, vers le tout électrique, ne fait pas encore partie de nos priorités, notamment pour ce qui concerne les mobilités en interurbain, même si nous l'avons dit, et le secrétaire général l'a rappelé à l'instant, nous avons une feuille de route que nous comptons respecter en la matière, mais nous souhaitons nous y diriger avec toutes les prudences nécessaires. Je dirais donc merci à la FEDOM, merci au MEDEF Guyane, je prends le temps de le préciser, pour cette occasion qui m'a été donnée de m'exprimer sur les priorités de la CTG dans ce domaine crucial qu'est la politique de transition énergétique. Je demeure naturellement très attentif à associer le monde économique à la réflexion sur les grandes orientations que notre territoire attend dans un contexte national, communautaire et mondial qui est très tendu et très difficile. À ce propos, j'ai encore en mémoire votre demande d'une présentation générale des axes majeurs du document d'orientation sur le processus d'évolution statutaire. Sur ce sujet, j'inviterai naturellement les chambres consulaires à vous réunir dans les tout prochains jours pour pouvoir discuter de ces questions, parce que penser l'évolution statutaire de la Guyane sans penser la question de l'énergie risquerait d'être un vœu pieux, et donc nous nous accorderons le temps de discuter de toutes ces problématiques. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre belle attention. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste, du coup, je vais conclure. Je peux conclure ou pas? Voilà, très bien. Tiens, attends, je te donne juste le micro. Merci. Je vais me lever. Voilà, je voudrais remercier Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le président de la CTG, les présidents Monsieur Bant et Jérémy. Remercier les intervenants experts pour la qualité, en tout cas, de leurs interventions. Te remercier, toi, Président, Mariton. Oui, pardon, on a épuisé la pile.
pour, bah oui, je sais pas, quelque part par là, pour, en tout cas pour cette initiative. Juste vous dire que, bien entendu, le MEDEF prendra en tout cas toute sa part à travers les actions que l'on mènera au sein de la commission énergie, avec notamment ses adhérents, pour accompagner au mieux justement cette nécessaire transition énergétique. Donc voilà, donc moi je vous dis à très vite et encore merci. Merci à toi, bon courage à tous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire Général, merci à Monsieur le Député, merci à toutes et tous et au travail. Il est jusqu'à 15h30, c'est plus le MEDEF Vienne, c'est le MEDEF Suisse.